bonjour. Donc, je suis Stéphane, je suis le fondateur de Kinaps et je suis très honoré de venir parler de Lab ici parce que ça veut dire qu'on considère qu'on a une expérience importante dans ces sujets-là. Je suis honoré de recevoir Lorraine qui travaille avec moi chez Kinaps et Frédéric et Sophie. Frédéric, anciennement de Solvay, mais maintenant d'Idemia. Et Sophie, que je vais laisser se présenter juste après, qui est responsable de la Digital Factory d'Air France. Donc, un petit mot... Oh là là. Non, c'est un peu trop rapide. Je propose qu'avant qu'on commence, on lance les vidéos de vos deux labs. Ça va vous donner une idée introductive de ce qui s'est fait dans chacun des deux endroits, si ça vous convient. Donc, on commence par celui de Frédéric. You expressed it, you have seen it, we want to create employee experiences. Here in the studio, we are reimagining HR. We're developing your future HR application. The way we do this is by flipping the way we work. Fast, no hierarchy, and most important, by employees, for employees. We decided to work as a startup would work. So we have time constraints that ensure we will focus on the important things. Then we follow a clear methodology, which is not a buzzword, it's agility and design, and it's something that we follow in our day-to-day work. I'm Som from Bangkok, Thailand. I'm Sibeli from São Paulo in Brazil. We here gathering members from all over the world, from function, from GBU, from corporate, in order to work in the collaborative mode. And it's not only about collaboration inside the studio. We receive a lot of feedbacks and contributions outside. And this, for me, is very valuable. I'm a UX designer. I'm passionate about bringing the best experience possible to the end users. We gather a lot of ideas from experts and then we test them on the field really quickly, and that allows us to build experiences that people really want and love. I must confess that when I arrived, I did not believe at all in that project. Their way of working, their methodology. But now, I'm pretty sure that the 22nd of December, we will have what they call the minimum lovable product. I really advise to everyone to live that kind of experience. In 12 weeks, you learn more than in 1 year. Est-ce que, je commence par Fred, c'est peut-être pas très poli, mais est-ce que tu peux dire en 3 mots la proposition de valeur de votre studio ? En 3 mots, ça va être un peu difficile, mais très rapidement, voilà, en 3 phrases, merci. Non, l'idée du studio, c'est très simple, c'est de mettre à disposition un environnement, un espace de travail, mais aussi et surtout des méthodologies et des ressources pour permettre aux business et aux fonctions déjà de réduire leur time to market en termes d'innovation digitale, mais aussi au travers de méthodologies type design thinking, Scrum, Agile, de réduire l'incertitude sur ces projets et voilà, d'être capable de délivrer aux clients ou aux employés de l'entreprise un produit type MVP dans des délais très courts. Ok, maintenant on peut regarder rapidement l'introduction de Sophie, si j'arrive à passer le slide. Voilà.
Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour inaugurer la Digital Factory d'Air France. Le premier signe fort, je dirais que c'est la rapidité, puisque le lieu a ouvert en quelques mois. Le bâtiment est assez design, très moderne. C'est un endroit où on échange, où on se rencontre et on parle digitalisation, et c'est du concret. Je dirais que ça m'évoque beaucoup de transversalité, puisqu'il y a un petit peu tous les métiers. C'est un lieu dans lequel on peut clairement toucher du doigt les différentes innovations qui sont mises en place. Et j'espère qu'un lieu comme ça va participer aussi à rendre fiers les gens et à se dire qu'on n'est pas du tout à la traîne sur le digital, au contraire, on est plutôt en avance. C'est un message de modernité, d'enthousiasme. Un concentré d'énergie et d'audace. J'ai eu la chance en fait de pouvoir organiser le premier PI event d'un de mes projets dans les locaux de la Digital Factory. Donc je crois que j'étais le premier utilisateur. Je pense que ça apporte vraiment en matière de créativité. Et c'est un vrai plus en fait d'être dans un environnement qui s'y prête, qui permet vraiment d'échanger. Le fait d'avoir des gens qui circulent derrière, qui écoutent parfois, qui vont même peut-être poser une question, ça ouvre vraiment et ça libère un petit peu la parole. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Très 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 heureux et bravo, vraiment bravo aux équipes qui nous ont amenés là aujourd'hui. Si je te pose la même question qu'à Frédéric, en 3 phrases, décrire la proposition de valeur. Presque la même réponse, on gagne du temps. La Digital Factory d'Air France, c'est un lieu d'accélération et d'incubation des projets, des métiers de la compagnie aérienne. Et c'est aussi un lieu d'acculturation, comme vous l'avez vu, un lieu de 700 mètres carrés qui permet à la fois d'héberger des projets, des métiers, et aussi d'offrir un espace où, quel que soit le salarié, quel que soit le métier, tout le monde peut venir à Digital Factory et découvrir les applications des métiers au sein d'un showroom ou tout simplement participer à une conférence. Et Lorraine, si on résume ces 2 propositions de valeur, c'est ce que tu croises dans la création de Lab aujourd'hui ? Alors clairement, c'est des propositions de valeur qu'on croise souvent, mais les propositions de valeur peuvent être variées et dépendent beaucoup du degré de maturité et des initiatives déjà en place dans l'entreprise. Donc ça peut aller de l'acculturation et de la formation à accompagner les métiers juste à définir par exemple les parcours clients et sur les phases de design, à, comme dans ces labs, vraiment le développement, l'accélération et l'industrialisation de projets métiers. Okay. Je propose de passer directement aux questions qui ont fâché les gens avec la Digital Factory. Fred, Sophie, comment ça se passe avec l'IT ? Alors, ce n'est pas la question qui fâche, c'est plutôt la question dont on est fier. Ça se passe très bien, comme vous l'avez vu dans la vidéo, l'EVP de l'IT Air France KLM manifeste sa satisfaction. Alors l'IT, pour nous, on n'aurait jamais fait la Digital Factory s'il n'y avait pas eu l'IT et si l'IT n'avait pas vu un intérêt d'accélérer les projets métiers. Donc dès le départ, au moment où on a pensé Digital Factory, on a tout de suite pensé à IT. Il y a des compétences formidables au sein de l'IT Air France KLM. Pourquoi aller faire autre chose ou différemment ou ailleurs ? Pourquoi essayer de les copier quand on a toutes ces compétences à disposition ? Donc au contraire, dans l'équipe, dans l'organisation, dans nos processus, l'IT est partout et pourtant nous ne sommes pas rattachés à l'IT. Ce qui est ton cas par contre, Fred. Oui, alors justement, je ne pouvais pas me fâcher avec l'IT parce que j'en faisais partie. Et pour mon bonus, c'était quand même important que ça se passe bien avec l'IT. Mais un peu plus sérieusement, l'IT, c'est assez vaste en fait, hein, dans des grands groupes comme celui dans lequel j'ai évolué. Alors, il y a les développeurs, ça se passait très très bien avec les développeurs, parce qu'en fait, notre philosophie, c'était de mettre en avant justement ces personnes qui apportent, qui sont des leviers de croissance pour l'entreprise, donc les remettre un peu sous les spotlights. Donc effectivement, on a eu, quand je suis parti, j'ai eu des témoignages assez touchants de personnes qui sont venues dire merci en fait, parce qu'on les avait mis en lumière. Et puis il y a après il y a les managers, donc effectivement il y a ceux qui sont très contents que les choses bougent, il y a ceux qui étaient un peu tranquilles et puis qui voient les innovations métiers comme un mal nécessaire. Puis enfin il y a les fonctions support de l'IT qui ont mis en place tout un système avec avec une méthodologie très waterfall. C'est vrai que quand on voit une bande d'énergumènes qui se présente en disant non merci mais on va changer la méthodologie de travail, on va pas travailler comme ça. Ça peut décoiffer un petit peu. Effectivement, il y a eu on peut anticiper des frictions, pas forcément comme on l'avait anticipé finalement avec les développeurs, mais parfois avec ceux qui ont créé un modèle qui fonctionnait, mais différemment. Ok. Sans que vous révéliez de choses secrètes, est-ce que vous pouvez me donner un projet ou me décrire un projet dont vous êtes le plus fier et qui est sorti dans des délais raisonnables ?
Alors, nous avons développé 12 projets depuis janvier dernier, dont on est tous fiers. Je dirais donc, c'est difficile de choisir, mais le premier, c'est aussi celui qui va structurer la démarche. Donc, quelque part, le premier projet, on était 4, on ne savait pas si ça allait fonctionner, on ne savait pas si on allait apporter de la valeur. Et on s'est donné des délais qu'on a respectés et on a livré un MVP, en tout cas une solution au métier de l'engineering, de la maintenance d'Air France. Et le retour a été très satisfaisant. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on avait en termes de concept, comment on va apporter de la valeur, ça devenait concret pour le métier et pour nous. Donc c'est peut-être le premier que je citerai. Et toi ? Alors, c'est dur de choisir. En un an, on aura été pas loin d'une quinzaine de projets qui ont été développés. Oui, Fred a monté 3 labs en même temps. Peut-être tu peux dire un mot là-dessus. Oui, en fait, celui que vous avez vu, c'était vraiment le premier petit lab qu'on avait créé à Paris. On a commencé petit, avec 60 mètres carrés, quelque chose comme ça. Puis on a été, je ne vais pas dire victime de notre succès, mais ça a très bien fonctionné. On a été visité par le comité exécutif dans nos 60 mètres carrés, qui nous ont donné un mandat finalement pour s'étendre. Et on en a créé un sur chaque continent. Donc quand j'ai quitté, on devait être à peu près à 900 mètres carrés d'espace d'innovation. Sur les projets, alors ce dont je ne peux pas parler, j'en suis très fier, parce qu'effectivement, on a travaillé sur des projets qui permettent d'apporter des disruptions. Je travaille pour un chimiste qui vendait des produits chimiques, évidemment. Et voilà, on a travaillé sur des projets qui apportent du service, en plus des produits chimiques, donc qui entraînent une vraie disruption business. Donc on était très très fiers d'impacter un petit peu à notre échelle le PNL de la société et puis d'apporter de l'innovation par rapport à ça. Et puis le premier, c'est un petit peu comme Sophie, voilà, garde une teinte assez particulière. Le premier projet sur lequel on a travaillé, c'est le développement d'un outil, d'un SIRH, par-dessus notre SAP qui était un petit peu vieillissant et qui n'était pas très user-friendly. Et j'aime bien ce projet parce qu'on a réuni autour de la table finalement le legal, les RH évidemment, les métiers et surtout les employés de Solvay. Et ça a été on a appelé ça employee experience, ça a été un vrai disrupteur dans l'entreprise. Et en fait, ce projet a été, avait une visibilité en interne qui était très forte et c'est ce qui nous a vraiment, ça a été le tremplin pour aller plus loin et faire d'autres projets. Oui, je me souviens t'avoir conseillé de ne pas le faire parce qu'il me paraissait trop compliqué, mais je suis assez impressionné que... Voilà. Parce que le monsieur qui m'a accompagné, c'est Stéphane, et je ne l'ai pas écouté juste sur une chose, c'était celle-là. Commencer par un projet compliqué en se disant qui peut le plus, peut le moins. On va peut-être se planter sur ce projet, mais si ça fonctionne, on sait qu'en fait, après, on a un boulevard et on pourra tout faire. Donc on a commencé par quelque chose de techniquement complexe, avec un vrai challenge, et ça a galvanisé les équipes, et ça a créé un vrai momentum dans l'entreprise, en fait. Lorraine, est-ce que tu penses qu'il y a des projets qui sont plus appropriés à passer dans des labs que d'autres ? Il y a des thèmes, il y a des technos. Comme tu dis, on va recommander souvent d'avoir quand même des succès au début du lab pour pouvoir embarquer les équipes, embarquer les métiers et montrer des premiers succès. Après, c'est important d'avoir des projets qui sont vraiment impactants pour le business ou pour les métiers ou pour l'interne. Et idéalement, si on peut avoir des projets qui sont transverses à plusieurs métiers, créer de la transversalité et casser les silos, c'est aussi des bons projets pour ce type d'organisation. Sophie, en préparant l'entretien, tu me disais, en fait, moi j'aimerais que ça soit un tunnel pour les collaborateurs pour qu'ils viennent apprendre à travailler autrement, et puis qu'après, que chaque métier ait son propre lab. D'ailleurs, vous avez fait un lab en préfabriqué là-dedans, donc c'est peut-être pour qu'ils disparaissent rapidement. Est-ce que tu peux dire un peu plus sur ce concept ? Alors, la Digital Factory d'Air France a vocation à être éphémère. L'idée, c'est de réussir la transformation digitale d'ici à 5 ans. Si dans 5 ans ou dans 10 ans, on est encore là pour supporter les métiers et réaliser leurs projets digitaux, peut-être qu'on aura loupé quelque chose. Donc, en fait, on s'est donné comme deadline dans 5 ans, on aura réussi à diffuser, alors je ne sais pas si c'est la terminologie de tunnel qu'on vient, mais en tout cas, nous, à diffuser ces méthodologies, cette manière de faire. Et de toute façon, par exemple, on a 4 salles projets. Et vu la demande que l'on a en interne et vu les 44 000 salariés de l'entreprise, des idées, des projets, il y en a. Donc les 4 salles ne suffiront pas. Donc l'idée, c'est maintenant, et très rapidement d'ailleurs, de proposer aux différents métiers de créer leur propre salle projet et de faire du copier-coller. En fait, ce qu'on aimerait bien, idéalement, c'est d'avoir notre marque de fabrique à l'intérieur des métiers et que quand les métiers viendront nous dire bon, votre salle projet, c'est sympa, mais en fait, on a un autre, on préfère faire le projet dans notre salle avec vos méthodologies, on aura tout gagné. Fred, tu penses quoi de ça ? Moi, j'avais une approche un petit peu différente. Alors, c'était un peu un problème de riche, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment,
les gens se sont dit, ok, ça marche bien, finalement on va mettre 3 canapés et puis une console de jeu, et puis on va aussi créer notre lab. Nous, on croit très fort à la méthodologie qui est derrière. On croit très fort aussi à toute la partie industrialisation qu'on pouvait mettre derrière, toutes les synergies qu'on pouvait opérer. Et surtout, on avait créé une marque finalement en interne avec, qui était un gage de qualité. Puis on s'est aperçu qu'il y avait des métiers qui étaient en train de récupérer cette marque et de créer leur propre environnement sous cette marque. Et on a dû freiner un peu à contre-cœur, mais en disant, oui, si on veut garantir quand même, éviter le bad buzz, et puis garantir que quand on passe dans le Digital Studio, on a un projet qui fonctionne à la sortie, éviter aussi la création d'un shadow IT, de se heurter à des problématiques de sécurité, parce que nous on était autour de la table, effectivement, l'IT que j'appelais Legacy, mais tous les experts de l'IT étaient autour de la table. Voilà, on était obligé aussi un peu de freiner ça, voilà, mais on encourageait effectivement la méthodologie à être répliquée, et on travaillait en parallèle sur des programmes pour répliquer l'approche au sein des métiers, sur des sujets parfois autres que l'IT finalement, parce qu'il n'y a pas que le digital qui peut bénéficier de ces méthodologies. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. On entend beaucoup... Frédéric, tu parles beaucoup de méthodologie. J'ai entendu beaucoup, en discutant avec vous avant, parler d'humain et d'embarquer les gens dans un état d'esprit. Est-ce que vraiment c'est l'état d'esprit des gens qui rentrent dedans la clé de voûte du succès, ou est-ce qu'il y a 2-3 autres clés qu'on a envie de partager avec tout le monde maintenant là-dessus, Sophie? Pour nous, l'humain est essentiel, mais pas pour faire chic. Hein. C'est vraiment, on parle beaucoup d'humain, digital, humain. C'est vraiment dans les valeurs de la Digital Factory. Et puis on parle beaucoup de côté digital client, d'être in the shoes of the customer. Et ben, quand on parle avec un métier, c'est bien aussi d'être in the shoes of the customer, mais du métier. Parce que, en fait, l'idée, c'est véritablement rester humble devant. Voilà. Vous parlez à quelqu'un qui travaille depuis 15 ans sur des problématiques. L'idée, c'est de bien comprendre son analyse, ses problématiques, et essayer de trouver une solution pour l'aider. Donc, la confiance et l'humilité. Et là, je rebondis. Dans la vidéo de Solvay, on voit une dame dire ouais, ils n'allaient pas m'avoir avec leurs conneries, mais en vrai, j'y croyais pas. Est-ce qu'on a ressenti aussi le même état d'esprit chez Air France et les gens ont adhéré au sujet? Est-ce que ça a été facile l'adhésion? Malgré tout, on change les méthodes de travail, on change les choses. Est-ce que l'adhésion a été simple? En tout cas, on n'a pas eu cette difficulté parce que quand on a fait l'étude sur la Digital Factory, on s'est dit on ne fera pas la Digital Factory. En fait, en tout début de l'étude, on s'est dit bon, on ne va pas faire un truc gadget. Donc si on le fait, c'est qu'on y croit tous. Donc déjà, à la base, il y avait une certaine conviction. Bien évidemment, il y a un métier, il y a une organisation, il y a une entreprise qui existe avant la Digital Factory. Et toutes les personnes qui travaillent déjà sur les projets digitaux nous ont regardé avec un peu de scepticisme en disant nous ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille, qu'est-ce que vous allez nous apporter? Et il a fallu aussi embarquer ces personnes. Donc c'est moins le métier qui était convaincu que les nouvelles méthodologies devaient être appliquées parce qu'on a un digital client aussi chez Air France qui est très très fort et donc on a vu tous les progrès qu'on avait pu faire côté digital client, il fallait le faire côté métier et les gens étaient assez en attente, donc il y avait de l'attente. Après il y avait déjà des gens qui travaillaient sur et des experts qui travaillaient sur les projets digitaux, c'est comment on les embarquait dans notre histoire en fait. Et toi, Fred, là-dessus? Alors, l'humain, c'est clair qu'on a voulu créer une expérience aussi. On a voulu créer une expérience où on savait, en se disant, ils vont en parler à leurs collègues et puis tout le monde va vouloir venir. Ce qui a plutôt pas mal fonctionné. Non, je pense que ce qui est assez clé, oui, l'humain est clé dans la manière dont on anime et puis l'expérience qu'on fait vivre aux gens qui viennent participer à tout ça. Là où c'est... voilà, l'écueil que j'entends souvent, c'est oui, mais ça ne marchera pas chez moi parce qu'on n'est pas dans l'état d'esprit, etc. Bon, j'étais chez un industriel qui avait 150 ans d'existence. Voilà, c'était pas à l'origine une start-up nation. Très clairement, je pense que c'est à la portée aujourd'hui de toute entreprise. Je pense que les employés sont en demande de ça, en fait, de nouvelles manières de travailler, de nouveaux environnements de travail, d'être un peu moins multitask et de se focaliser sur des objectifs à gros enjeux. Donc, ouais, effectivement, je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière par rapport à ça. Et je pense que c'est vraiment la portée de toute société aujourd'hui. Lorraine, là on a choisi deux successful pour venir avec nous, mais dans tous ceux que tu as rencontrés, est-ce que c'est vraiment l'humain qui a été le point central et est-ce que c'est ça qui a peut-être mené à l'échec certains projets?
Je dirais que l'humain est très important et la culture qui est véhiculée dans ce type de lab, donc qui s'incarne par le lieu, par les méthodes et par effectivement ce que on va dire le top management et les directeurs de ce type d'endroit et en fait tous les talents qui participent vont incarner, c'est très important. Après, ce qu'on a rencontré comme type d'écueil, c'est beaucoup lié à l'implication et l'engagement, la mobilisation, on va dire plutôt des ressources métiers. Donc, si un engagement ou une mobilisation qui est trop faible, eh ben, ça ne va pas mener à un succès. Et aussi certains sujets autour de l'industrialisation des projets. Donc ça, c'est quelle méthode et comment impliquer les bonnes personnes au bon moment pour faciliter l'industrialisation sans pénaliser non plus l'accélération du projet en amont. Tu me disais aussi que le CEO devait être impliqué là-dedans et devait porter un message fort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et est-ce que ça a été le cas chez vous dans les deux expériences? On l'a vu, je crois, dans ta vidéo, mais... Alors, on le voit à la fin. Non, encore une fois, ça a été vraiment de fédérer. On n'a pas eu une décision top-down. Et ce qui est intéressant chez Air France KLM, c'est que côté KLM, il y a eu vraiment une décision top-down. Donc clairement, c'est le CEO qui est impliqué. Chez Air France, c'était il faut d'abord voir l'intérêt des métiers. Donc il fallait déjà fédérer tous les métiers. Donc il ne fallait pas que ça soit centralisateur, il ne fallait pas que ça soit top-down, et il fallait vraiment que ça soit fédérateur. Donc au tout départ, on peut être un peu gêné en se disant on aimerait bien avoir les portes ouvertes, que le CEO nous ouvre les portes, ça serait tellement plus facile pour construire notre Digital Factory. Mais en même temps, ça nous apporte un challenge, c'est qu'il faut trouver les clés pour réussir sans être aidé. Et parfois, c'est frustrant au début. Puis quand vous réussissez et que vous entendez les témoignages à la fin en disant merci d'avoir fait ce que vous faites, c'est un vrai succès et pour toute l'équipe, quoi. Chez vous ? Alors, nous, on a commencé sans le CEO, on a commencé petit, on a fait nos preuves, on a lancé un premier projet qu'on a réussi. Et puis, oui, effectivement, le support du CEO, ça a été un enabler hyper important. Il nous a permis, effectivement, déjà de faire les choses très vite, parce que ça peut être un peu long de créer ce type d'espace. En quelques mois, on avait le setup qui était prêt. Et puis, voilà, dans ces grands groupes, il y a parfois un peu le syndrome du bon élève. On suit un peu ce que le patron dit. Et c'est vrai que ça nous a énormément aidé. Et voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment besoin de convaincre le top management par rapport à ça. Et surtout, il y a aussi besoin d'être protégé, j'ai envie de dire, un petit peu du reste de l'organisation. Parfois, on parlait tout à l'heure de friction sur les processus, avec des temps qui peuvent être un peu longs. Il y a besoin d'avoir une vraie cloche qu'on met par-dessus ces accélérateurs. Et ça, effectivement, un gros sponsorship est clé. Et de toute façon, tous les projets qu'on débutait, on demandait un sponsorship au minimum au niveau Head of BU ou Head of Function, pour garantir qu'il y ait une bonne adoption et puis que tout le monde aille dans la même direction. Ok, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on peut quand même dire les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées et comment vous les avez surmontées là-dedans? Alors, quand j'ai fait l'étude préparatoire, j'ai fait mes petits calculs. Je me suis dit qu'il faudrait une quinzaine de personnes dans l'équipe, puis ça serait bien d'avoir 500, voire 700 mètres carrés. Donc, j'ai été voir les affaires immobilières et puis je leur ai dit j'aimerais bien avoir 500 mètres carrés minimum. Et là, ils m'ont dit ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible parce que si on fait bien notre job, il n'y a pas 500 mètres carrés qui traînent au siège. En plus, nous sommes vraiment dans le siège d'Air France. Donc l'idée, c'était de ne pas être éloigné, de ne pas prendre un bus, de ne pas marcher 20 minutes. Parce que pour fédérer les équipes et leur dire, bon voilà, 20 minutes de marche pour nous rejoindre, c'était peut-être pas gagné d'avance. Et donc là, on a eu l'idée de mettre 14 containers dans la cour du siège. Et au départ, on avait demandé de faire quelque chose, surtout qui se confondent dans l'environnement, les premiers designs. On s'est dit, on ne va pas déranger, parce que le siège existe depuis 98, je crois, ou 93 même. Donc on ne va pas déranger. Et puis au fur et à mesure, quand on a une deuxième proposition, beaucoup plus disruptive, et là où on pensait qu'on allait avoir une énorme difficulté, que les gens allaient nous dire, non mais respectez un peu le siège, donc faites quelque chose de beaucoup plus classique. Au contraire, tout le monde a été emballé par ce côté un peu out of the box, disruptif. Donc de là où on avait une difficulté, finalement, on s'est retrouvé avec quelque chose qui devient le symbole de la transformation digitale, et c'est plutôt réussi. Donc il fallait oser. Il fallait oser, et l'audace fait partie aussi de nos valeurs. Et chez toi, Fred ? Alors, les difficultés, on en a rencontré quand même quelques-unes. Déjà, la première, c'est de faire comprendre ce qu'on faisait.
qu'on n'était pas juste un espace avec, encore une fois, avec des jolis canapés et puis un baby-foot, et qu'il y avait quelque chose derrière. Donc il y a eu un vrai travail de pédagogie autour de ça, d'acculturation. C'est enchaîner les petits déjeuners, faire le tour de tous les codires, de tous les patrons de business, aller rencontrer les salariés, faire des town halls, tout un tas de choses comme ça. Et puis communiquer autour de tous nos succès et de tout ce qu'on produisait pour que ça devienne tangible. Inviter les gens à venir, même faire des workshops, parfois qui n'avaient rien à voir, mais pour qu'ils viennent comprendre. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la première difficulté. On l'a surmontée, je veux dire, comme on pouvait, mais ça a plutôt pas mal fonctionné. Après, indépendamment de toutes ces choses en lien avec la communication, quelque chose qui est assez difficile là-dedans, on bosse en agilité, on travaille très vite, on a des business qui poussent très fort, et puis nous on va très vite aussi, et il y a besoin de ressources qui viennent, on puise les ressources un peu partout dans l'organisation. Il y avait un petit point d'achoppement avec ça, effectivement, avec l'IT qui nous disait, mais les gars, si vous voulez un abat-peur pour demain, c'est pas possible, il est déjà alloué à un projet, etc. Donc sur la mobilisation des ressources, on a eu un vrai travail aussi, et ça c'était de notre côté, à être un peu plus anticipatif sur nos plannings, et puis essayer de donner de la visibilité, notamment à l'IT, pour qu'on puisse libérer les ressources. Lorraine, est-ce que tu vois d'autres difficultés qu'on pourrait remonter dans des labs? D'autres difficultés? Enfin, disons que les ingrédients importants, c'est effectivement de penser la méthode projet qui intègre les bonnes personnes de l'IT au bon moment, de penser une proposition de valeur claire et de penser impact vraiment pour l'entreprise. Ok. Un petit mot pour conclure, pour peut-être ceux dans la salle qui n'auraient pas lancé ou qui seraient en train de lancer leur initiative de lab d'innovation. Des ingrédients rapidement, si tu devais donner des ingrédients, Fred, par exemple. Alors, il y en a beaucoup, il n'y a pas de recette magique, je pense, mais c'est vrai que le premier, c'est effectivement de marketer son offre, un peu comme le ferait une entreprise ou une start-up. Je pense que c'est assez clé d'énormément communiquer, plus que dans la mise en place de d'autres services. Impliquer tout le monde, on est dans des groupes qui pensent souvent par silo, et je pense que ça doit être un projet d'entreprise. Éviter les précarés, ça appartient à l'IT, ça appartient au marketing, ou peu importe, à la R&D. Et je pense qu'il faut embarquer tout le monde dès le début pour que ça devienne un vrai grand projet d'entreprise. Super bien se faire accompagner, les meilleurs développeurs, les meilleurs designers, et puis une société qui vous accompagne pour vous rassurer aussi dans ce que vous faites. Et le tout dernier point, et j'ai fini, j'ai senti qu'il fallait s'arrêter, beaucoup de passion. Un dernier mot de Sophie quand même, on l'a pas entendu sur ce point, sur les ingrédients. Alors une fantastique équipe, ça c'est la clé de voûte. Le lieu n'est pas une finalité, surtout ne pas faire un lieu et se dire qu'est-ce qu'on va faire après avec. Et puis vous avez de la chance parce qu'il y a eu plein d'initiatives et donc plein de benchmarks à faire. Et finalement c'est créer son propre modèle et pas forcément copier. Le Tao a pour modèle le ciel. Excusez-moi, je voulais dire une phrase, je suis trop fatigué. Le Tao est lui-même son propre modèle, voilà. Merci. Ben, voilà. Merci. Voilà. Merci. Merci, mais merci, on les applaudit, c'est le dernier. Et on va